Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement à la vente de votre bien. Bonjour Anna. Bonjour Vincent. Du coup, comme à chaque fois, je lui fais la surprise du sujet, il ne sait pas de quoi on va parler. Que reste-t-il à faire après la signature de l'acte de vente ? Ah, waouh. Alors j'imagine que ça dépend des cas, mais il y a quand même une liste, pas standard, mais des choses qui se retrouvent à faire pour la majorité des ventes. Oui, le plus logique, c'est que le propriétaire-vendeur explique un petit peu tout ce qu'il y a à savoir concernant le fonctionnement du bien. D'accord, comme par exemple ? Comme par exemple, s'il y a un arrosage automatique, comment est-ce qu'il se règle, comment est-ce qu'il se déclenche, comment est-ce que tu vas le paramétrer, à quelle heure est-ce qu'il démarre, à quelle heure est-ce qu'il s'arrête, par exemple. Voilà. D'accord. Il y a certaines maisons ou certains appartements que j'ai vendus, le système d'éclairage était tellement complexe que ça prenait vraiment une demi-heure pour pouvoir expliquer à quoi sert quel bouton, comment le paramétrer, comment le programmer, etc. D'accord. Mais ce genre de choses, bon, imaginons. Donc là, le titre, c'est vraiment après la signature. Donc, on va chez le notaire, tralala, il lit l'acte, tout ça, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. C'est signé, bravo, serrage de main ou touchage de coude, ça dépend la période. On partage un verre, généralement, enfin, souvent, ça se fait. Oui. Tout ce que tu dis là, ça se fait quand ? Genre, est-ce que ça se fait à la signature ou plutôt un peu plus tard ? Enfin, donne-moi un peu de contexte. Il faut comprendre qu'il y a deux grands types de ventes. Le premier, c'est la vente directe, Ouais. qui est très rare. C'est-à-dire que la totalité de la somme a été payée avant d'aller chez le notaire. Lorsque le notaire a terminé de faire signer l'acte, le changement de propriétaire a lieu et tu as le vendeur qui donne les clés aux acheteurs et la vente est terminée. D'accord, oui, ça c'est plus rare. C'est vraiment rare. Je dirais que sur les 60 dernières ventes que j'ai fait, il y en a eu 2 qui étaient des ventes directes. D'accord. Pour te donner un ordre de grandeur. Les 58 autres, ce sont des ventes à terme. Donc, on a été chez le notaire, on a signé, la vente est faite, mais elle n'est pas encore exécutée. Elle va être exécutée quelques mois plus tard. D'accord. Disons que la vente s'exécute 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, les gens... il y a une remise des clés qui se fait, somme toute. D'accord. Est-ce que ça se fait devant notaire ou pas ? Non, pas forcément. Ok. Donc, même sur place, dans la maison, imaginons le propriétaire qui s'appelle Paul, qui a vendu à tout débarrasser, j'imagine. Enfin, il a enlevé toutes ses affaires. Tout à fait, la maison est rendue vide et propre, comme c'est spécifié sur l'acte de vente. D'accord. Et là, il y a Marc, qui lui est l'acheteur avec sa femme Sandra. Et eux, ils arrivent avec, en gros, leurs affaires, si j'en ai envie, ou peut-être pas. Mais juste, ils arrivent et récupèrent les clés. Et là, du coup, ce genre d'information, en fait, que tu disais. Oui, donc, ce qui est bienvenu, mais ça va dépendre d'un cas à l'autre, parce que peut-être que ça a déjà été fait précédemment, mais c'est vraiment de faire le tour de la maison, de s'assurer que tout est comme la maison a été visitée et achetée à l'époque, que les réparations que le propriétaire s'était engagé à faire ont été faites, etc. Et puis, admettons qu'il reste un séchoir qui faisait partie de la vente ou qui est donné aux acheteurs, et qu'il y a un petit truc à savoir par rapport au bouton où il faut appuyer un petit peu plus fort à cet endroit-là pour que la porte s'enclenche ou peu importe. C'est le bon moment pour transmettre toutes ces petites informations pratiques concernant le fonctionnement de la maison ou de l'appartement. D'accord. Maintenant, il n'y a de nouveau pas de règles par rapport à ça. C'est vraiment une question de bon sens et de transmettre le flambeau, somme toute. Oui, puis ça dépend si le propriétaire est là ou pas, parce que certains ont déjà déménagé à l'étranger ou ce genre de choses. Voilà, donc dans certains cas, moi ce que je vais demander, c'est que le propriétaire m'écrive, somme toute, un compte-rendu de tout ce qu'il y a à savoir concernant la maison ou l'appartement. Ça peut être le numéro de téléphone du gérant en cas d'urgence, ça peut être la liste des artisans qui ont fait des travaux dans la maison les 10 dernières années. En parlant de ça, est-ce qu'il y a des documents aussi qui doivent être transmis ? Enfin, j'imagine que ce n'est pas le notaire qui s'en occupe, s'il y a des modes d'emploi ou des trucs un peu spécifiques à la maison. Le mot-clé, c'est le bon sens. Si tu Il y a vends plusieurs mots là, je veux pas dire, mais... mais ok, vas-y, je t'écoute. Ok. Donc le bon sens. Mais oui, il faut faire preuve de bon sens. Si tu laisses une machine à laver, un séchoir, et que tu as encore des documents, que c'est encore sous garantie, mais donne toutes les informations, donc facture d'achat, etc., qui permettent aux acheteurs de faire jouer la garantie si jamais ça tombe en panne. Bien sûr.
si tu as un contrat de maintenance pour la chaudière, mais il faut transmettre ce contrat de maintenance et puis les acheteurs auront le choix de le continuer ou de le dénoncer, donc de l'arrêter. D'accord. Maintenant, justement, je me posais la question, et je pense que nos auditeurs aussi, ils sont en plein suspense. Imaginons, la signature donc chez le notaire est faite le 15 février, j'aime bien cette date. Et en fait, les clés sont remises 6 mois plus tard. Ou, allez, fin juillet. Mhm. Et entre ces deux moments, c'est quand même long. Je sais pas, justement, le séchoir tombe en panne ou il y a un dégât des eaux. Genre, il y a un tuyau qui pète. Les propriétaires ont déjà déménagé. Ils s'en sont pas rendus compte ou alors ils s'en sont rendus compte, mais ils n'ont pas eu le temps de réparer. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec ça? Du coup, qui est responsable du bien, en fait, de l'état du bien, entre guillemets? Le vendeur de l'objet est responsable de l'état du bien jusqu'à ce qu'on appelle la réquisition de transfert. La réquisition de transfert, c'est donc le terme de la vente. Le solde du prix de vente a été complètement payé sur le compte du notaire et le notaire fait un constat de paiement du solde du montant de la vente et donne l'instruction au registre foncier de faire changer le propriétaire inscrit au registre foncier. Ça, c'est la réquisition de transfert. Donc, en fait, tant que il n'a pas été complètement payé et que ça n'a pas été inscrit quelque part, officiellement, il est toujours responsable du bien. Et par contre, inversement, si ça se fait, mettons que cette chose-là se soit fait au milieu, c'est possible? Vraiment, il y a un moment, et c'est à la seconde près, on va dire, où tu as Jean, qui est le propriétaire-vendeur, et une seconde plus tard, tu as Marc, qui est maintenant le nouveau propriétaire qui vient d'acheter le bien. D'accord. Il n'y a pas de no man's land. Le bien appartient toujours à l'un ou à l'autre. Non, ça c'est clair. Ma question c'est, imaginons, on signe mi-février. Ok. Cette réquisition de transfert, est-ce qu'elle peut se faire avant la remise des clés, je dis des guillemets, qui va se faire en juillet, ou est-ce que c'est toujours, le notaire, il fait ça toujours correspondre à la remise des clés qui est, j'imagine, inscrite sur le papier? Enfin, il y a une date qui est nommée. Tout à fait. C'est la date du terme de la vente. Le terme de la vente, c'est le moment où le solde doit être payé. C'est également la date de réquisition de transfert et c'est également la date de remise des clés. Tout ça, c'est la même date. C'est la même date. Ça peut pas être genre à moitié d'un côté et à moitié de l'autre. Non. D'accord. Non, c'est pour savoir. Ok. Donc oui, mais ça paraît plutôt compréhensible. Tant que le bien est encore à toi, que t'as pas reçu tout l'argent pour le payer et que c'est pas inscrit officiellement, t'en es responsable. C'est juste. D'accord. Et inversement, une fois que c'est fait, si l'aspirateur, comment on appelle ça? Aspirateur central? Voilà, c'est ça. Tombe en panne. Ma foi, il tombe en panne. Enfin. Mais de nouveau, tu achètes le bien, tu le visites 6 mois à l'avance. Tu vas chez le notaire, tu signes l'acte d'achat vente à terme, et puis 6 mois plus tard, il y a la réquisition de transfert, la remise des clés, et donc le changement de propriétaire, versement du solde. D'accord. Quand tu reçois les clés, tu dois recevoir le bien dans l'état dans lequel tu l'as acheté 6 mois auparavant. Donc, si dans l'intervalle, le chauffage est tombé en panne, c'est au propriétaire vendeur qui a la responsabilité de le réparer. Oui, mais s'il tombe une fois en panne, une fois que tout est fait, tu peux pas te retourner et te plaindre au propriétaire. Sauf si une garantie a été prévue dans l'acte de vente. Mais généralement, si le bien n'est pas neuf, l'achat se fait en l'état bien connu de l'acheteur, sans garantie. D'accord. Ah oui, c'est clairement sans garantie. Oui. Ok. Alors, après, j'imagine qu'il y a le cas où il y a un défaut caché qui ressort, en fait. Quelque chose qui a été masqué par le propriétaire. Alors, la terminologie correcte, Pardon. et là, c'est important, c'est un défaut frauduleusement caché. D'accord. Je te donne un exemple. Il y a une remontée d'eau dans ta cave. Ok. Il y a de la moisissure fortement apparente dans la cave. Au lieu de régler le problème d'infiltration d'eau, tu vas, 3 jours avant la visite de ton acheteur, badigeonner de la peinture pour camoufler le défaut. D'accord. Et en plus, l'acheteur te demande est-ce qu'il y a un problème d'infiltration d'eau? Et tu réponds non. D'accord.
Ça, c'est un défaut qui a été frauduleusement caché. Ouais. C'est hyper rare. Sur les 60 dernières ventes que j'ai réalisées, j'ai demandé au notaire s'il avait déjà eu des cas de défauts frauduleusement cachés. Et dans le canton de Vaud, on n'en a pas de connaissance. Je ne veux pas dire que ça n'arrive jamais, mais franchement, pour frauduleusement cacher un défaut, faut y aller. Le truc qui m'interroge, c'est comment tu sais qu'il a été frauduleusement caché? Parce que, enfin, c'est compliqué. Il n'y a pas d'enquête sur les propriétaires et à quel point ils sont sincères ou pas. Maintenant, bon, après, on visite un bien généralement plusieurs fois. On prend souvent des experts aussi pour nous accompagner, pour observer les choses. Je pense que on n'achète pas une maison comme ça sur un coup de tête. Donc, l'acheteur doit vraiment entreprendre différentes démarches et différentes observations de son propre chef pour vérifier ce qu'il achète. Sur l'acte notarié, la phrase passe-partout, comme je l'ai dit, c'est « le bien est vendu en l'état bien connu de l'acheteur et sans garantie ». Donc, c'est vraiment aux acheteurs de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la qualité de ce qu'ils achètent. bien sûr. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. Ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais absolument, parce que, et on va le voir, il y a des méthodes qui permettent d'observer les choses, il y a des indices que l'on peut détecter et qui permettent de savoir si le bien a été bien construit, s'il a été mal construit, s'il y a des problèmes, si on peut anticiper certaines difficultés, quels vont être les frais auxquels on va devoir faire face dans le futur et ce genre de choses. Tout ça, on va l'expliquer parce qu'il y a moyen d'anticiper et de voir si on est face à un bien qui est vraiment de qualité ou bien si on est sur un bien qui va nécessiter de grosses attentions et réparations dans le futur. D'accord. Comme je le disais, dans un futur proche, un autre podcast. C'est ça. Ok. Est-ce que tu verrais d'autres choses à préciser par rapport à justement cette période entre avoir signé et puis après, qu'est-ce qui se passe? Indépendamment du fait que le propriétaire qui a vendu doit déménager, etc. Ça, bon, ça reste assez logique. Mais vis-à-vis de la vente, est-ce qu'il y a d'autres paramètres? Qu'est-ce qui reste à faire après la signature de l'acte de vente? Ça dépend. D'accord. Chaque cas est différent. C'est vraiment impossible de donner une réponse qui va fonctionner pour chacun des cas. Non, mais donne-moi quelques exemples. La remise des clés. D'accord, la remise des clés. Ensuite, on a parlé de, alors je sais pas comment t'appelles ça, mais le fait de transmettre les petites informations par rapport au bien. J'imagine certains documents du genre le mode d'emploi du four. Oui, maintenant, le propriétaire vendeur, il n'a pas intérêt à garder quoi que ce soit comme document concernant cette maison. Mhm. Donc en fait, il peut vraiment transmettre tous les classeurs qui accompagnent la maison ou l'appartement. Oui, alors, j'essaie de résumer l'épisode, mais j'ai pas beaucoup d'aide. Et puis, on a fait un épisode spécial sur le décompte acheteur-vendeur qui rentre dans cette catégorie. Oui, tout à fait. Voilà. Je pense qu'on est bon. Absolument. À la prochaine fois.